Au titre qui domine l'actualité, un groupe de parlementaires de la Banque mondiale et du FMI sont en visite à Abobo. Une visite pour constater le niveau d'avancement du chantier de drainage des eaux pluviales. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, est désormais labellisée. Une certification qui permettra d'améliorer la performance de l'institution. Et les régulateurs francophones de l'énergie sont en atelier sur les stratégies de planification des infrastructures énergétiques durables. Plus de détails dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci d'être des nôtres pour vous informer sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. La saison des pluies bat son plein, les ouvrages de drainage des eaux pluviales souffrent, certains cèdent. À Bobo-Anokwa, Kouté et Ndotré, les populations semblent être épargnées des affres des intempéries grâce à leur nouvel ouvrage de drainage des eaux pluviales. Bien que les travaux inachevés, l'ouvrage tient solidement. En compagnie de la première magistrate de la commune, un groupe de parlementaires de la Banque mondiale et du FMI sont allés constater de visu l'évolution des travaux. Issa Badini et Marius Siri nous font le point. Les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales d'Abobo-Anokwa, Kouté et Ndotré sont en phase de finition. Mais déjà en service, l'ouvrage en ces temps pluvieux montre des signes de solidité au grand plaisir des riverains, mais surtout au maire de la commune en visite sur le chantier. Par le passé, à chaque saison de pluie, c'était des pleurs ici, surtout dans ce quartier de Ndotré à Nokwa-Kouté, parce que c'était des pertes en vies humaines, c'était des bâtiments qui s'écroulaient, c'était de l'eau dans toutes les maisons ici. Les populations ne pouvaient pas sortir. Hommes, femmes, enfants, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Mais grâce vraiment à cet ouvrage de 7 km, ce canal, vous avez vu il y a quelques jours de cela, il y a eu de très fortes pluies, il y a eu des inondations partout à Abidjan, sauf ici, à Ndotré. La présidente du Sénat n'est pas allée seule à cette visite terrain. Elle est en compagnie d'une délégation parlementaire de la Banque mondiale et du FMI, conduite par la ministre de la Justice de la Jamaïque qui s'est dite séduite par l'ouvrage et son impact sur la population. The parliamentary network on the IMF and the World Bank delegation. En fait, l'impact dévastateur que peut avoir les inondations sur les populations. Nous avons vu les images de ce à quoi ressemblait cet environnement avant et aujourd'hui nous voyons le résultat. So we say Abobo Azo. D'un coût de 11 millions de dollars, l'ouvrage composé des canaux ouverts et souterrains s'étend sur 7 km et protège plus de 280 000 personnes. Il est financé par les deux institutions bancaires, d'où la visite des parlementaires. Cet ouvrage fait partie d'un plan global mis en œuvre par le Paris, projet d'assainissement et de résilience urbaine, et vise à faire face aux risques d'inondation et à améliorer la gestion des déchets solides pour un coût global de 315 millions de dollars, soit 150 milliards de francs CFA, pour une durée de 6 ans. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, est désormais labellisée Genre Compétitivité des entreprises et développement durable. Une certification obtenue qui fait d'elle la première entreprise ivoirienne à obtenir le label Genre, une action qui permettra d'améliorer la performance de l'institution. Nous témoigne Walter Kofi. Elle est la première institution ivoirienne à être certifiée CGE, entendez genre compétitivité des entreprises. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS vient ainsi de faire un nouveau pas dans le cadre de l'approche du genre. Un signal fort que l'institution envoie en matière d'égalité de chances entre les hommes et les femmes au sein d'une entreprise. Un geste salué par Ephrasie Yao, experte en développement du genre, qui est revenu sur la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de mettre l'égalité des chances au cœur de ses actions afin de permettre à chaque citoyen de contribuer au développement de l'activité économique. Pour pouvoir rentrer dans son système et nous la favoriser, pour voir qu'est-ce qui se fait réellement en termes de prise en compte de l'égalité homme-femme, en termes
le dispositif institutionnel pour surtout accompagner la mise en œuvre. Et nous avons vu que la CNPS, d'abord par le DG, était très engagée. Les structures ont été mises en place, les indicateurs de parité, les indicateurs de besoins spécifiques et stratégiques ont été pris en compte, y compris même les indicateurs de violence basés sur le genre. Cette certification, la CNPS l'a obtenue auprès du cabinet Genre, Compétitivité des entreprises et développement durable. Son objectif est de stimuler la performance et la compétitivité au sein d'une équipe. On impose un minimum de 30% de représentation du genre, que ce soit homme ou femme. Et lorsqu'on a passé en revue tous les chiffres, que ce soit en termes de cadre supérieur, agents de maîtrise, employés, nous respectons cette fourchette puisque nous nous situons entre 37%. Donc le minimum pour nous est 37%, là où la norme mondiale est de 30%. Alors c'est d'abord en premier lieu un regard de fierté nationale pour une entreprise d'un si grand niveau de s'engager avec une population, donc en termes de personnel très important, de s'engager dans ce dispositif. C'est une fierté nationale, c'est également une fierté pour tout le continent parce que ce label-là est innovant. Notons que le label GC est un outil qui apporte une réponse aux besoins de renforcer la performance des entreprises qui auront recours en basant leur rentabilité sur le capital humain, compétent et totalement ouvert à la problématique du genre. Intéressons-nous à présent au commerce international. Promotion des exportations ivoiriennes dans un contexte mondial incertain. Tel est le thème de la deuxième édition du Hub Import-Export de Côte d'Ivoire ouvert à Abidjan. Une édition organisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie en collaboration avec la CGCI. Durant 4 jours, les participants à cet atelier auront pour objectif la création d'une plateforme de connaissances et de pratiques pour un commerce extérieur plus performant. Le reportage est signé Philippe Zabo et Tima Traoré. Par quel processus arriver à la validation du projet de diagnostic de la politique nationale du commerce extérieur en septembre 2024? D'abord, par l'analyse des marchés africains, européens et mondiaux. Puis, par la sensibilisation sur l'environnement des exportations en Côte d'Ivoire. Ensuite, par l'organisation de panels sur la stratégie commerciale et la politique du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Et enfin, par la création d'un cadre d'échange entre les différents acteurs de l'écosystème des exportations. Des étapes auxquelles répondent la deuxième édition du Hub Import-Export 2024. Un atelier dont les résolutions inclusives offriront des opportunités aux entreprises. Cette deuxième édition du Hub, dont le thème est promotion des exportations ivoiriennes dans un contexte mondial incertain, sera l'occasion de renforcer les acquis de l'édition précédente tout en permettant aux parties prenantes de tirer profit des outils et mécanismes existants et permettre le partage d'expériences liées à la facilitation des échanges et la mise en œuvre des réformes. En un mot, comment transformer les défis liés à la complexité et à l'incertitude de l'environnement en opportunités. Les pays africains, et particulièrement la Côte d'Ivoire, gagneraient à développer et diversifier leur participation au commerce international et aux chaînes de valeur mondiales pour réduire la pauvreté et transformer les économies du continent. C'est pourquoi cette université de l'import-export se présente comme une formidable opportunité offerte aux chefs d'entreprise et à tous les intervenants dans la chaîne de valeur pour mettre à niveau leurs connaissances sur les thématiques actuelles du monde du commerce international. Cet atelier attend 360 auditeurs, 6 panels de haut niveau et plusieurs formations le meubleront pendant 4 jours. Les régulateurs francophones de l'énergie sont en atelier depuis ce mardi à Abidjan. Pour ce 14e atelier ordinaire de travail, il s'agit pour les 27 pays présents de mener la réflexion sur les stratégies de planification, de programmation et de financement des infrastructures énergétiques durables. Le point avec Konena Norgo et Doumbia Ayuba. 27 pays africains et européens du réseau francophone des régulateurs de l'énergie réunis à Abidjan avec une problématique commune, le développement des infrastructures énergétiques durables. Une problématique
à laquelle va se consacrer ce 14e atelier ordinaire du Régula-E, ouvert ce mardi 25 juin 2024 à Abidjan. Plus de 40% des populations africaines n'ont pas accès à l'électricité, soit un peu plus de 500 millions d'habitants. C'est pourquoi cette forme de rencontre qui permet d'aborder des problèmes sectoriels et spécifiques représente une opportunité d'échange, d'expérience et d'enrichissement. Nos économies sont encore entravées par des lacunes en matière d'accès à une énergie abordable et durable. C'est pourquoi nous devons explorer des voies de coopération régionale en créant une infrastructure et un réseau robuste d'interconnexion électrique transfrontalière, tout en harmonisant notre régulation pour faciliter cette intégration. Durant 4 jours, les régulateurs francophones de l'énergie vont donc mutualiser les expériences et les pratiques afin de relever les défis de la planification, de la programmation et du financement de ces infrastructures énergétiques durables. Ce qu'il faut, c'est ce que vous êtes en train de faire, à savoir qu'il faut que nous évoluions vers la mutualisation de nos ressources, donc l'interconnexion. Mais cela ne peut se faire sans règles, et c'est le rôle du régulateur. Si les régulateurs régionaux, les régulateurs nationaux sont suffisamment outillés et que votre plateforme permet d'harmoniser un certain nombre de règles, cela permettra évidemment de stimuler l'investissement privé. Organisé sur le thème infrastructure énergétique durable, comment planifier, programmer et financer, ce 14e atelier ordinaire du Régula-E prendra fin le 28 juin 2024. La société Felicity Solar, spécialisée dans la production d'équipements d'énergie solaire, vient de doter l'université Nangui-Abrogwa d'équipements d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Ces équipements composés de panneaux, d'onduleurs et de batteries permettront de renforcer les compétences des étudiants en master ingénierie, eau et énergie. La cérémonie de remise officielle de ce matériel s'est déroulée en présence des enseignants et étudiants de l'université. Le point avec Zinab Dosso et Richard Akeke. Des panneaux, un onduleur et une batterie. Le tout pour une valeur de 5 millions de francs CFA. Ce sont ces équipements que le président de l'université Nangui-Abrogwa a réceptionné des mains du représentant de la société Felicity Solar, spécialisée dans la production et distribution de matériel d'énergie solaire. Ces équipements photovoltaïques permettront aux étudiants en master ingénierie, eau et énergie d'acquérir des compétences pratiques en plus de leurs compétences théoriques. Mais le matériel qui a été remis ce matin va permettre d'abord aux enseignants de mieux former nos étudiants. Nos étudiants seront plus aguerris et pourront même à leur tour, former d'autres étudiants et surtout participer à l'installation, par exemple, de systèmes solaires dans les villages, par exemple, qui sont très loin des zones électrifiées. Là, il a parlé des produits qu'on a fait venir, qui sont une batterie de 15 kg, un convertisseur de 10 et puis des panneaux, 54 panneaux 260. Et ces produits ont été offerts à l'UFR de l'énergie solaire au niveau de l'université Nangui-Abrogwa. Pour joindre l'utile à l'agréable, voici un prototype du système de pompage d'eau alimentée à l'énergie solaire. Effectivement, nous avons montré à nos partenaires que les étudiants en font bon usage et ces équipements onduleurs et batteries ont servi à stocker l'énergie qui va servir à pomper l'eau pour distribuer dans ce village. Et le reste de l'énergie va servir à l'éclairage dans le village. Dans l'optique d'orienter ces formations vers des aspects plus pratiques et professionnels en fonction de la demande, l'université Nangui-Abrogwa a créé le master en ingénierie, eau et énergie qui s'inscrit dans le cadre du projet IEDES-NSC conclu entre l'université Nangui-Abrogwa et l'université allemande Hochschule. Grâce à un appel à candidature lancé, la deuxième promotion du master composé de 20 étudiants est attendue en octobre 2024.
Les journées de la fonction publique se poursuivent à Abidjan avec des panels, après le lancement le lundi dernier au Palais de la Culture de Treichville. Au deuxième jour des manifestations, le panel sur la transformation culturelle des fonctionnaires et performance du service public a fait l'objet de débats. Un panel dont l'objectif est d'évaluer l'impact de la conduite du changement du fonctionnaire sur la performance du service public. Le compte-rendu des échanges avec Pierre Tebeu et Valentin Kra. Le comité d'organisation de la 4e édition des Journées de la fonction publique a choisi la crème de l'administration pour entretenir l'auditoire composé pour la plupart des énarques, fonctionnaires et agents de l'État sur le premier panel. 3 panélistes issus de l'administration ivoirienne, le professeur Théwandri, vice-présidente de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, Narcisse Sepi Yesso, directeur général de l'École nationale d'administration ENA, et Soro Ninangafoy, directeur général de la fonction publique. Ils avaient la lourde responsabilité d'éplucher un thème aussi important lié à la modernisation de l'administration ivoirienne. D'abord, la considération par le ressenti que le fonctionnaire a de lui-même. J'ai parlé de misérabilisme tout à l'heure, parce que bien plus souvent, il n'a pas conscience du privilège qu'il a de servir au nom de l'État l'intérêt général. Il n'a généralement pas conscience de cela. De sorte que se développe autour de lui un discours misérabiliste. Celui de petit salaire, petit travail, on est venu dans un monde trop tard, etc. Ce sont des expressions qui reflètent l'état mental du fonctionnaire qui a une mésestime de sa personne et de sa fonction. Pour nous, dans le cadre de ce panel, il s'agissait donc de voir comment on pouvait justement parvenir à ce changement de mentalité, ce qui suppose que dès le départ, le fonctionnaire prend conscience de la responsabilité qu'il a, de se mettre au service du bien-être collectif et non pas de chercher à se servir. Après avoir identifié quelques difficultés, il a donné quelques recommandations pour l'atteinte de ses objectifs. Pour revenir à ces normes-là, nous devons nous réapproprier nos valeurs. Et nos valeurs sont les valeurs du service public. Les valeurs du service public, c'est quoi? C'est rendre le service aux citoyens, mais le rendre d'une manière qualitative. Lorsqu'on délivre le service public, on doit s'interroger, est-ce qu'on l'a fait selon les règles? Les journées de la fonction publique se poursuivent jusqu'au jeudi 27 juin 2024. Très attendue, la cérémonie de clôture avec la présentation de la canne aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Cette édition est également célébrée dans 10 régions du pays. Retour sur la célébration des mères. Les femmes du village Alokwa ont été célébrées à l'occasion de la fête des mères le samedi dernier à Agnaman. Une célébration initiée par l'association des femmes Alokwa dans le but de promouvoir l'adoption de l'entrepreneuriat féminin afin de rendre les femmes du village autonomes. Sandrine Kwame et Richard Akeke. Les femmes, piliers des familles, ont été célébrées au village Alokwa à l'occasion de la fête des mères. Des prestations d'artistes, chanteurs et des danses carnavalières de l'association des femmes d'Alokwa ont animé cette célébration. La cérémonie, qui est à sa 2e édition, a eu pour thème l'entrepreneuriat féminin. Les membres de l'AFA et le chef du village d'Alokwa ont donné des conseils à ce sujet et ont invité les autres femmes du village à entreprendre et mener des activités lucratives afin de soutenir leur époux et leur famille. Elles ont choisi aujourd'hui 22 qui portent le nom aussi du village parce que quand tu es à la GESCO et que tu veux venir au village, tu dis je vais au 22. Donc aujourd'hui 22, pourquoi se célébrer elles-mêmes d'abord, mais nous en tant qu'époux, nous sommes là pour les accompagner. C'est difficile en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas faire d'extension, ils ne peuvent pas ni à droite ni à gauche, mais pouvoir avoir une activité générative de revenus, elle est bienvenue. Donc je leur conseille de prendre courage, c'est difficile, tout début est difficile, mais avec le temps les choses s'amélioreront. L'ONG Vision Royale, partenaire de l'AFA, a offert des dons en vivres et en matériel de travail aux femmes de l'AFA. Des dons composés notamment d'un terrain de 1000 m² pour la construction d'une usine de fabrication et de transformation de l'atiéké, en plus de 4 machines broyeuses. Ma vision aujourd'hui, que toutes les femmes soient autonomes. Je lutte aujourd'hui pour que toutes les mamans puissent se prendre en charge. Parce qu'une femme autonome pour un monde meilleur.
Parce que si la femme n'est pas autonome, la maison, il y a toujours la faim dans la maison. Donc il faut qu'une femme arrive à se battre, travailler durement pour aider son mari. La cérémonie a été également meublée par la distribution de complets de pagne à toutes les femmes de l'association d'Alokwa, en plus de dons en vivres aux femmes du 3e âge de l'AFA et des bénévoles qui entretiennent la couverture sanitaire universelle d'Alokwa. Direction Yamoussoukro, la Société pour le développement minier a organisé son premier atelier de renforcement des capacités des détenteurs de titres miniers et d'autorisation récemment. Le but est d'apporter aux participants plusieurs rudiments nécessaires provenant de leur base de données afin de permettre à ceux-ci d'être encore plus efficaces sur le terrain. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Créé en 1962 par le gouvernement ivoirien en vue d'établir l'inventaire des ressources minérales, la Société pour le développement minier a pour objectif d'exécuter des programmes géologiques miniers. À cet effet, elle a organisé un atelier de renforcement de capacités qui vise à valoriser le secteur minier en Côte d'Ivoire tout en harmonisant la connaissance des participants avec leur nouvelle base de données. L'atelier de renforcement des capacités des détenteurs de titres miniers et d'autorisation minière a été sur instruction du DG pour que notre base de données qui constitue ce ferment qui aide à la recherche et à la valorisation des ressources minières de Côte d'Ivoire puisse être connue des propriétaires des opérateurs miniers. Pour cet atelier, quelques thématiques ont été mises en avant pour permettre aux participants de mieux appréhender le secteur, d'où le choix d'un panel avec pour thème apport de la marge de données géoscientifiques de la SODEMI à la valorisation de l'activité minière en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour véritablement renforcer les capacités des détenteurs de titres miniers, mais aussi des demandeurs de titres miniers. Nous allons essayer de leur montrer la meilleure façon d'améliorer les techniques de recherche bibliographique, ce que nous appelons dans notre jargon la compilation de données géoscientifiques. Nous allons leur montrer ces différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour diversifier, planifier l'exploration minière, l'exploitation minière également. Notons que la SODEMI, après plusieurs exploitations, a pu développer une solide expertise dans l'activité minière pour l'amélioration de leur nouvelle base de données. ONU Femmes a ouvert récemment à Boaké un atelier de formation en faveur des autorités locales, des ONG et des communautés. Cette activité est un renforcement des capacités des participants sur le développement, l'utilisation et le suivi du mécanisme de référencement vers divers services sociaux et activités génératrices de revenus. Emmanuel Bozo, notre correspondant régional, a pris part à cette séance de formation. Cet atelier de formation est un renforcement des capacités des acteurs locaux et des communautés pour mieux les outiller sur le mécanisme de référencement vers divers services sociaux et activités génératrices de revenus. Cette séance est une activité du bureau ONU Femmes de Côte d'Ivoire en vue de promouvoir l'autonomisation et le développement communautaire. Il s'agit également de mettre en place un suivi et une évaluation du mécanisme en termes d'impact, de gestion et d'orientation efficace vers des services sociaux essentiels et des opportunités économiques durables. Il y aura la mise en place d'un mécanisme de suivi. Ça nous permet de mesurer, de réorienter en matière d'impact. Et ensuite, on intègre la promotion des activités génératrices de revenus. Et nous, ONU Femmes, nous parlons du leadership de la femme, de la participation de la femme à la gestion des choses. Sans formation, vous savez que les activités sont vouées à l'échec. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin, pour pouvoir vraiment donner la force à tous les participants. 50 acteurs locaux de Boaké, Sakassou, Botro et Béoumi bénéficient de cette formation. Prévue sur 6 jours, elle est dispensée par CARE International et porte sur des modules comme le fonctionnement des associations de valorisation d'entraide communautaire, en abrégé avec la gestion de l'argent, l'utilisation des services financiers et sur bien d'autres thématiques. Nous allons insister sur
la mise en place du fonctionnement des AVEC, l'éducation financière, nous allons parler du lien financier et de l'entrepreneuriat. Au terme de ce renforcement des capacités des participants, ONU Femmes entend contribuer à une bonne gestion et utilisation du mécanisme de référencement ainsi qu'à l'instauration d'un suivi-évaluation de cet instrument en vue de mesurer son impact sur l'accès des services sociaux et sur l'amélioration des revenus des communautés bénéficiaires. Durant 2 jours, l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a initié une caravane dénommée la Caravane des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Cette tournée avait pour objectif de visiter le nouveau site de la coopérative Cadessa ainsi que de procéder à l'ouverture de son nouveau siège. Ce nouveau site abritera une usine de transformation au profit de la coopérative. Abel Kouaou, commenté par Philippe Zabo. C'est une délégation hollandaise avec à sa tête l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire qui a déposé ses valises dans la ville balnéaire de San Pedro, dans le cadre d'une visite de terrain sur le site de la coopérative qui va abriter l'usine de transformation. Un site de 5 hectares entièrement décapé où le plan de construction fut présenté. S'en est suivi l'ouverture officielle et la visite du nouveau siège de la coopérative Cadessa Copca. Dans le cadre de caravane de Pays-Bas en Côte d'Ivoire, c'est un caravane pour visiter plusieurs régions de Côte d'Ivoire pour mieux connaître le pays, en dehors d'Abidjan aussi, mais aussi faire connaître le Pays-Bas, un pays d'amitié, un pays pour créer des partenariats gagnant-gagnant dans différents domaines. Par exemple, le cacao. Vous connaissez le Pays-Bas, le premier importateur de cacao. Mais on cherche aussi le partenariat pour ajouter la valeur localement, donc une transformation locale de cacao. Nous sommes venus aujourd'hui à San Pedro avec une grande équipe pour établir un nouveau partenariat dans la transformation locale de cacao. Cadessa, à la base, c'est une organisation de petits producteurs dont l'objectif est de collecter la production de ses membres et la revendre au niveau du marché local, le marché international, en produits semi-finis. L'usine va permettre à Cadessa de valoriser ses produits, donc de la fève à la masse, c'est un chemin. Et dans ce chemin-là, il y a des marges que cela dégage. Et cette valorisation de nos matières nous permettra vraiment de pouvoir réinvestir dans la communauté, en construisant des écoles. Le directeur de la politique et du plaidoyer pour Fairtrade Afrique de l'Ouest a salué cette initiative de la transformation locale des Pays-Bas en Côte d'Ivoire et se dit prêt à la soutenir pour le bien-être des coopératives et des producteurs. Il est à noter que l'usine de transformation locale sera construite dans la région de San Pedro avec une capacité de 4000 tonnes et emploiera 111 personnes, dont 11 managers et 100 ouvriers. En image à présent, le Fonds vert du Rwanda a annoncé sa première série d'investissements via le mécanisme IREM Invest dans des startups et PME vertes dont les produits et services sont liés à la préservation de l'environnement. 7 entreprises au total bénéficieront d'un montant global de 2 millions de dollars fourni avec la participation de l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement GIZ. Ce financement permettra à ces entreprises de développer leur activité tout en contribuant à la croissance verte et à la résilience climatique du pays. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.